Vraie Voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Les vraies voix comme tous les jours de 17h à 19h avec Philippe David. Bonsoir Philippe. Bonsoir Cécile. On vous souhaite la bienvenue. Toujours un plaisir de vous retrouver comme tous les jours avec ce numéro de téléphone 0800 26 300 300 avec une joyeuse bande aujourd'hui. On est très content de les avoir et vous allez pouvoir remporter un très joli cadeau puisque la petite musique du Futuroscope me dit que peut-être... Moi je crois qu'aujourd'hui on devrait faire gagner des séjours pour 4 au Futuroscope. Je ne sais pas pourquoi, mais même Alexandre Delovan l'a vu dans son émission de Médium. Alors ça veut tout dire. Je pense que ça peut arriver à n'importe quel moment dans cette émission. Oui, Sébastien Ménard. On est 5 mais nous, on n'a pas le droit de jouer. On est 5. Ah, d'accord. Et c'est 4, c'est 2 à 12 ans d'âge mental. Vous êtes trop vieux. Vous êtes beaucoup trop vieux. Allez, soyez les bienvenus. Au sommaire de cette émission, le grand débat du jour à 17h30. L'Assemblée examine une proposition de loi de Gabriel Attal sur la justice des mineurs. L'ancien Premier ministre veut remettre en cause l'excuse de minorité dans le cas grave et créé par une comparution immédiate pour les jeunes délinquants. Alors parlons vrai. Est-ce que l'ordonnance de 1945, même si elle a été révisée, est encore adéquate avec les jeunes d'aujourd'hui? Et à cette question, selon la gravité des crimes, doit-on juger les mineurs comme des majeurs? Vous dites oui à 94%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Et puis le coup de projecteur à 18h40, tout le monde à la trouille, témoigne le maire de Lure en Haute-Saône. Un djihadiste passé en Syrie, frère d'un terroriste du Bataclan, a été assigné à résidence. Impossible de le renvoyer dans un de ses pays d'origine, l'Algérie ou le Maroc. Il avait été déchu de la nationalité française en 2023. Alors parlons vrai, est-ce que nous sommes désarmés avec notre état de droit face aux terroristes? Et à cette question, djihadiste assigné à résidence à Lure, sommes-nous dans une impasse juridique? Vous dites oui à 86%. Vous voulez réagir? Encore et toujours le 0826 300 300. Elodie Journeau sera avec nous, avocate en droit des étrangers. Et on vous souhaite la bienvenue, c'est les vraies voix jusqu'à 19h. Les Vraies Voix Sud Radio. Et autour de cette table, le père fondateur de cette radio. Je vous allais dire le père Fouettard. Parfois. Vous avez une connaissance de sa vie privée que je sais pas. Ça dépend dans quel domaine. Exactement. Il a inventé la radio. Oui, il a inventé, exactement. Voilà. J'ai cru qu'il avait inventé Philippe le Bilger fouet. est avec nous. Le fouet, non. Et autour de cette table, Sébastien Ménard, vous l'avez entendu. Bonsoir Sébastien Ménard. Bonsoir. Les amis. Bonsoir. Et avec François Pupponi. Bonsoir. Bonsoir Quand même François. l'accent corse, Oui, François Pupponi. J'essaye de travailler mon accent, c'est pas toujours facile. Pace salute. En fait, on dit poupone. Pouponi. Parce qu'en Corse, le U se prononce OU. Oui. Pouponi. Voilà. Ah, c'est beau. Mais je dis ça comme ça parce que je voulais savoir si vous le Et saviez. en fait, ça veut dire gros bébé. Oh, bon. Ah oui? Poupon. Chouchou. C'est joli. Poupon. Et on dit le I, alors, François. Alors, le I est aspiré, poupone. Oui, poupone. On Pouponi. dit pas pouponi, on dit poupone. La dernière syllabe est aspirée encore. Je vais essayer au moins correctement de dire votre nom. C'est gentil. Vous avez compris, Bilgerine. Mais il a quelques expériences parce qu'il a eu quelques dossiers en Corse quand même. Donc, D'ailleurs, pour ça qu'il y met plus les pieds. J'ai toujours été précautionneux. Il y a des photos. C'est pour ça qu'il met une cagoule. Jean-François est avec nous de Béziers. Bonsoir Jean-François. Bonsoir Jean-François. Bonsoir. On est ravis de vous accueillir comme vraie voix du jour. Et vous voulez réagir sur les dictatures des minorités. Oui. Ce soir, j'ai choisi comme coup de gueule ce que j'appelle, moi, la dictature des minorités, c'est-à-dire, en fait, des sujets de société, du quotidien, qui appartiennent à nos traditions, et dont certaines personnes voudraient tout simplement interdire, sous prétexte qu'elles sont contre. Alors, j'ai pris 2 exemples. Rapidement, le premier, la chasse. Tous les ans, à l'approche de l'automne, quand l'ouverture arrive, la chasse, je rappelle, c'est un acquis de la Révolution française. C'est une activité traditionnelle dans le milieu rural, en particulier dans les villes aussi. Tout le territoire français connaît des chasses traditionnelles. Et les chasseurs sont des gens qui respectent parfaitement les règlements stricts qui sont affiliés au permis de chasser, ainsi que les règlements de la nature, et ce sont les premiers acteurs de la protection de l'environnement. Malheureusement, au moment de la chasse, qui on entend? Les hurlements de ceux qui veulent l'interdire et qui sont minoritaires dans la population. Alors le deuxième exemple, c'est la corrida.
Alors, quand revient l'époque des tempora dans les villes de tradition taurine, puisque c'est comme ça en France, réapparaissent devant les arènes des sortes de groupuscules d'activistes qui sont infiniment minoritaires, opposés à la tradition taurine et qui en demandent l'interdiction. Alors, devant les arènes, bon, c'est Béziers, il y a Dax, il y a Bayonne. On voit une poignée de braillards qui brandissent des slogans, des affiches innommables devant une foule d'aficionados qui vont s'installer dans les gradins, qui veulent admirer le spectacle des taureaux et des toreros. Et une fois encore, qui entend-on crier ? Ce sont une petite poignée d'opposants, tout simplement parce qu'ils n'aiment pas cet art, qui lui aussi, il faut le préciser, est extrêmement encadré. Philippe Bilger. Je rejoins Jean-François bien au-delà de ce qu'il indique. Il y a en effet une puissance des minorités aujourd'hui, dès lors qu'elles peuvent invoquer un quelconque droit ou un humanisme discutable. Je dirais que la force elle-même, la majorité, le consensus, aujourd'hui ont moins de crédit que la minorité. Un mot, Sébastien et François. Je suis rapidement. Complètement raccord avec Philippe Bilger sur l'expression des minorités, parfois bourrillantes. En l'occurrence, je ne suis pas certain qu'il y ait une majorité de Français qui soutiennent, entre guillemets, les chasseurs. On respecte. Moi, je suis de ceux qui respectent l'identité de notre territoire, nos terroirs, etc. Mais j'ai du mal à imaginer qu'on prenne du plaisir à éclater un piaf dans une forêt, quoi. François. Enfin, la chasse, c'est aussi, effectivement, mais c'est aussi une culture, une manière... Vous savez, dans certaines régions... C'est un moyen de réguler. Oui, de réguler les sangliers, par exemple. De réguler les sangliers, d'ailleurs des chasses administratives, mais c'est le seul passe-temps. Dans certaines provinces, c'est un peu... On peut faire autre chose, on peut jouer au Scrabble, on peut jouer oui, mais si on veut sortir, ça fait... Et c'est convivial, voilà, mais c'est un vrai sujet. Mais c'est un vrai sujet. Par contre, entre guillemets, à faire retourner les chasseurs et d'arrêter la chasse pour le Monopoly, je vous donne tout ce que j'ai. Allez, merci mais c'est vrai que le wokisme est un vrai sujet et que de plus en plus, on va essayer de nous changer la manière de vivre. On n'est pas tous wokistes. Hein. Merci Jean-François. Allez, vous restez avec nous, bien entendu. On revient dans un instant avec les trois mots de l'actu et Philippe Bilger, le coup de... Alors, un sujet tragique, la terrible imprévisibilité du crime. On en parle dans un instant, soyez les bienvenus, on est ensemble jusqu'à 19h. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Les vraies voix comme tous les jours de 17h à 19h, vous le savez, ce numéro de téléphone avec Aude qui vous attend au 0826 300 300 si vous voulez commenter ou débattre avec nos débatteurs du jour. Philippe Bilger autour de cette table, François Poupone qui était avec nous, on est bien là, et Sébastien Ménard. Voilà, je fais des accents, c'est bien. Et Philippe David qui est avec nous. Dans un instant, les trois mots de l'actu avec Félix Mathieu. Bonsoir Félix. Bonsoir Cécile, bonsoir tout le monde. Quels sont nos sujets du jour ? Eh bien, on va parler du suspect passé aux aveux dans l'enquête sur le meurtre de Louise, de Bruno Retailleau, candidat à la présidence d'LR, le convoqué furieux, et puis d'Élise Lucet qui fait passer des tests anti-drogue aux députés. La présidente Yael Braun-Pivet n'est pas très contente, elle vient de le dire dans un communiqué en 3 mots, aveu, candidature et théâtre. Et tout de suite, la parole est au procureur. Les vraies voix Sud Radio, le réquisitoire du procureur. Philippe Bilger. Et c'est sur l'imprévisibilité du crime que vous voulez requérir, monsieur le procureur. Oui, le meurtre de cette petite Louise, âgée de 11 ans, fait réfléchir sur me semble-t-il, notamment le point suivant. Certes, celui qui a avoué a déjà été connu pour des faits de violence, notamment, paraît-il, à l'égard de sa sœur qui a eu le courage de confirmer que c'était bien lui qui avait probablement porté les coups. Mais je voudrais bien distinguer ce que j'appelle la terrible imprévisibilité du crime, c'est que on ne peut pas tout prévoir toujours et que tout ne peut pas être reproché à l'État et aux autorités régaliennes. Même si on est saisi par l'effroi, qui pouvait prévoir que ce jeune homme de 23 ans, parce que probablement il a été plus qu'irrité pour avoir perdu à des jeux vidéo, accompagnerait cette petite fille qui l'a suivi parce qu'il était son voisin et la poignarderait ou avec une arme tranchante pendant 8 à 10 reprises. Donc je veux dire par là qu'on ne peut pas tout reprocher
s'adresser aux autorités du pouvoir, au pouvoir et à César lui-même. Il y a des cas où l'humanité nous surprend et où l'État lui-même est dépassé. François Pupponi. Non, mais c'est un vrai sujet. Après, on va connaître la situation exacte de ce sujet. Le vrai problème, entre guillemets, où l'État peut être un peu mis en cause, c'est l'incapacité qu'on a à prendre en charge, les pathologies psychiatriques. Voilà, il y a plus de pédopsychiatres, on voit des jeunes déraper. Alors après, ça peut être quelqu'un qui bascule dans la folie à un moment qui n'est pas prévisible. Si effectivement, quand les on jeux regarde vidéo aussi, hein, c'est les jeux vidéo, les addictions, voilà. Donc c'est cette difficulté, sauf qu'il y a plus de pédopsychiatres, très peu de psychiatres, que la psychiatre, voilà. C'est le seul moment où on pourra dire éventuellement, là, s'il y a eu des alertes. S'il n'y a pas eu d'alerte, malheureusement, on peut rien faire. Sébastien Ménard. Je l'ai déjà dit sur cette antenne, sans détour, il y a de plus en plus de tarés en liberté, en totale liberté. On peut pas enfermer tout le monde, on peut pas contrôler tout le monde. Mais là où je suis d'accord avec vous, François, c'est qu'il y a effectivement aujourd'hui probablement des vrais problèmes de moyens, parce que si on découvre, et on verra, parce que ça n'enlève rien à l'horreur de l'actualité, de ce qui a été fait à cette petite fille, on verra à quel niveau, à quel endroit, avec qui l'État a été au rendez-vous ou pas. Mais voilà, je pense aussi comme vous qu'on découvrira que effectivement la pathologie ou les pathologies de cette personne auraient dû probablement nous faire éviter le pire. En tout cas, alerter les parents, puisqu'il a déjà frappé sa petite sœur à plusieurs reprises. Oui. Donc, à un moment donné, les premiers remparts, c'est aussi le cercle familial. Surtout au sein du cercle familial, exactement. Je dis ça, je ne dis rien. Tout de suite, merci beaucoup Philippe Bilger. Les 3 mots dans l'actu. Les vraies voix Sud Radio. 3 mots dans l'actu, Félix, qui sont aveux, candidature et théâtre. Le suspect est donc passé aux aveux en garde à vue dans l'enquête sur le meurtre de Louise vendredi dernier en Essonne. L'homme de 23 ans, acculé par les preuves dont l'ADN sous les ongles de la collégienne. Bruno Retailleau se lance dans la course à la présidence d'LR au risque de raviver la guerre des chefs. À droite peste déjà le camp Wauquiez. Le chef des députés LR était déjà candidat au poste. Et puis l'Assemblée nationale n'est pas un théâtre, réagit la présidente Yael Braun-Pivet après cette séquence controversée. Élise Lucet est venue faire passer des tests de dépistage anti-stupéfiants aux députés. Les vraies voix Sud Radio. Il habitait Épinay-sur-Orge dans la même commune que la collégienne de 11 ans qui, pour son malheur, a croisé son chemin en revenant du collège. En garde à vue, le suspect de 23 ans est passé aux aveux dans l'enquête sur le meurtre de Louise. Poignardée à mort vendredi dernier, son ADN avait été retrouvé sous les ongles de la dépouille de la jeune fille. Le suspect, connu pour des accès de violence, avait déjà fait l'objet d'une main courante de sa propre sœur. Stupeur à Épinay-sur-Orge, Monique habitait dans le même quartier que le suspect et sa famille. Je pensais à une mauvaise rencontre ou qu'elle avait été témoin de quelque chose de très embarrassant. Mais là, franchement, je m'y attendais pas du tout. Que ce soit quelqu'un, un voisin, là, franchement, je tombe de haut. Je pensais qu'à côté de chez moi, quelqu'un capable de faire quelque chose d'aussi monstrueux, et là, c'est impensable. J'ai presque du mal à y croire, vous voyez. C'est à la fois presque un soulagement et puis une incompréhension totale. Propos recueillis par Clément Barguin à Épinay-sur-Orge. Les gardes à vue des parents et de la petite amie du suspect avaient également été prolongés hier soir pour non-dénonciation de crime. Le procureur devrait donner plus de détails sur l'enquête ce soir. Et notre procureur ? À 18 ans. Merci Félix. Le comble, c'est que c'était un voisin. Un voisin de cette petite fille, et donc elle l'a suivi naturellement parce qu'elle n'avait aucune raison de le craindre. C'est fou, donc il faut se méfier toujours. Oui, bien sûr. Pour le petit Philippe Bertrand avec Patrick Henry, il y a plus de 40 ans. Hein. Oui, mais là, le problème, c'est quand on commence à avoir quelques confidences. Si effectivement il rouait de coups sa sœur régulièrement, qui avait peur, qui n'a pas eu de prise en charge psychiatrique, elle a déposé une main courante, et qui a rien eu. Enfin voilà, donc c'est quelqu'un qui était violent et qui est passé là. Ça arrive, malheureusement dans l'histoire de l'humanité. Mais la question, c'est quelle capacité ou pas on a à prendre en charge ces problèmes de comportement. Il se passe jamais rien après le dépôt d'une main courante. Il faut quand même juste avoir conscience de ça. C'est ça. Mais après, c'est sa petite sœur, donc c'est difficile de porter plainte contre son propre frère. Mais ce que je dis, c'est pas tant la petite sœur ou la famille que j'incrimine. C'est peut-être qu'à un moment donné, l'État devrait, je sais pas moi, analyser les fameux signaux faibles. Parce qu'aujourd'hui, vous déposez des mains courantes quand elles sont prises, ces mains courantes, pas tout le temps. Et l'étonnant, j'ai entendu un policier qui a dit que lorsqu'une main courante fait état de violence et dénonce là, normalement, on ne prend pas la main courante. On prend une plainte.
une plainte. Tout à fait. Absolument. Le deuxième mot, Félix, c'est candidature, celle de Bruno Retailleau à la présidence des Républicains. Sortez les pop-corn, amis de la popole. Ceux qui aiment les duels fratricides ont déjà les canines qui scintillent. Un petit rappel, petit previously des précédents épisodes dans la série Guéguerres internes. Les hostilités ont donc commencé. François Fillon a affiché ses ambitions. La bataille avec Jean-François Copé a commencé. J'appelle les militants à rester à l'écart de ces funestes querelles. Ségolène Royal conteste la victoire de Martine Aubry en dénonçant des irrégularités. 50-50 sans les grosses fédés. Nouvel épisode, Bruno Retailleau annonce sa candidature à la présidence d'LR dans un courrier aux militants. Annonce reçue comme une déclaration de guerre par le camp Wauquiez, guerre des chefs. Non-respect de l'accord sur la répartition des rôles. L'un, Bruno Retailleau au gouvernement. L'autre, Laurent Wauquiez au parti et au groupe LR de l'Assemblée. C'est ce que grognent en tout cas les partisans du second. Mais justement, Bruno Retailleau entend lui capitaliser sur ses fonctions à l'intérieur, lui qui, par exemple, cet après-midi s'exprimait à l'Assemblée nationale sur l'un de ses sujets porteurs à droite, l'immigration. Pour ce qui concerne l'admission exceptionnelle de séjour, on a retenu 3 principes en redisant le caractère nécessairement exceptionnel, une régularisation qui se fait par la voie de l'exceptionnalité. Deuxième principe, pas y avoir de régularisation lorsqu'il y a eu des atteintes, des troubles à l'ordre public. Et enfin, les critères d'intégration, là encore, les textes avaient été clairs, notamment sur le respect des principes républicains. Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur et candidat désormais à la présidence d'LR. Les militants sont appelés à lire le chef du parti au printemps. Et le troisième mot, théâtre, Yael Braun-Pivet qui rappelle à l'ordre la journaliste Élise Lucet. La présidente de l'Assemblée nationale n'a pas du tout apprécié cette séquence diffusée sur les réseaux sociaux avant l'émission de France 2 Envoyé spécial. Élise Lucet faisant passer des tests anti-stup aux députés au Palais Bourbon. Vous savez ce que c'est ça? Ce sont des tests de dépistage anti-stupéfiants. En fait, il suffit d'humidifier cette languette avec la salive et 10 minutes après, on sait si vous avez pris du cannabis, de la cocaïne, de l'héroïne, des amphétamines ou encore des extasies. Alors le maire de Grenoble, il propose tout simplement de soumettre tous les députés, tous les sénateurs, tous les ministres à ces tests de dépistage. Qu'est-ce qu'on a fait? On est venu ici, dans la salle des 4 colonnes, à l'Assemblée nationale, et qu'est-ce qu'on a fait? On a demandé à des députés s'ils étaient OK pour se faire dépister. Ils ont dit oui pour la plupart. Regardez Envoyé spécial. L'Assemblée nationale n'est pas un théâtre où l'on organise des mises en scène. J'ai tenu à rappeler fermement à Élise Lucet les règles qui s'appliquent aux journalistes accrédités à l'Assemblée nationale, écrit la présidente Braun-Pivet. Beaucoup de députés en fait l'appelaient à réagir, furieux de cette séquence jugée un peu inconvenante pour la solennité de l'institution. Si ces espaces permettent aux journalistes de réaliser des interviews de députés, il n'est pas d'usage que les reportages qui sont réalisés puissent apparaître comme ayant fait l'objet d'une scénarisation, ajoute le communiqué de la présidence. Bon allez, moi je vais sortir mes tests anti-stup pour les vrais voix. Ça n'est pas parce que l'Assemblée nationale n'est plus un lieu exemplaire qu'il faut la dégrader encore davantage. Est-ce qu'elle n'aurait pas dû commencer par son employeur, France Télévisions, par hasard, Sébastien Ménard? C'est tout ce que, enfin, c'est le sens de mon intervention. Moi, j'ai toujours eu beaucoup de respect pour Envoyé spécial, pour complément d'enquête, enfin bref, même si parfois ça embêtait, ça pouvait m'embêter très indirectement, embêter les entreprises dans lesquelles je travaillais, etc., etc. Mais ce qui me gêne, c'est qu'on est passé du journalisme d'investigation c'est devenu une émission de divertissement, en fait. De voyeurisme. Voilà. Non, de divertissement. C'est regarder la manière dont sont traités les sujets. Il y avait une forme de gravité jusqu'alors, il y avait du sérieux, il y avait zéro complaisance. Et finalement, comme on a fait le tour, parce que à la fin de la fin, on ne surprend plus personne à vouloir une fois pendre. qu'on a fait tous les grands groupes. Oui, à vouloir pendre les patrons, à vouloir stigmatiser les politiques. À la fin, on en devient ridicule soi-même. C'est ce qui est en train de se passer avec Élise Lucet et évidemment des gens probablement tout à fait sérieux qui travaillent avec elle. François Pupponi. Non, on a un double sujet. Le premier sujet, l'Assemblée nationale, c'est le résumé de la France. On représente le peuple français quand on est député, et parmi les députés, il y a des gens qui ont des problèmes d'alcoolisme, des problèmes de drogue, comme une partie des Français. C'est un petit résumé de la France. Bon. Ça vient de la proposition du maire de Grenoble. Oui. Et donc l'idée, c'est rien que votre dominement. L'idée qu'il y a derrière, c'est mais regardez, même eux ils se droguent et donc on n'a qu'à légaliser, quoi. C'est pas si grave que ça. Donc l'idée, c'est ça qui est derrière. Après, par rapport à France Télévisions et même au service public. Est-ce que c'est son rôle? Enfin, franchement. C'est pas son rôle. En plus, je ne vois pas ce qu'on veut démontrer. Il y en a qui acceptent, ceux qui refusent, et si bon, voilà.
on abaisse les institutions, comme l'a dit le procureur. C'est pas le but d'un service public d'abaisser les institutions. Mais moi, je m'excuse. Mon ami Jean-François Achilli commence à discuter avec Bardella de faire un livre, on le fout dehors. Oui. Là, on embauche un intervenant proche des réseaux de l'islam radical qui tient des propos scandaleux sur les femmes. France Inter dit nous on le garde. Donc, on peut donner des leçons à tout le monde tout le temps, surtout, mais qui commencent par se regarder sur eux-mêmes. Merci beaucoup Félix Mathieu. Allez, vous restez avec nous. Dans un instant, Gabriel Attal qui propose de supprimer l'excuse de minorité et d'instaurer une comparution immédiate pour les jeunes délinquants. Alors parlons vrai. Est-ce que l'ordonnance de 45, même si elle a été révisée, est encore adéquate avec les jeunes d'aujourd'hui? Et à cette question, selon la gravité des crimes, doit-on juger les mineurs comme les majeurs? Vous dites oui à 92%, vous voulez réagir. Le 0826 300 300. Soyez les bienvenus, on est ensemble jusqu'à 19h. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. On vous souhaite la bienvenue dans les vraies voix. On est ensemble jusqu'à 19h avec Philippe Bilger, chatoyant comme d'habitude, avec Sébastien. C'est beau, chatoyant. Oui, J'aime bien ce mot. Ça veut tout dire. Voilà, vous prenez de ce que vous voulez de chatoyant. Pas le dégrader. Mais non, Sébastien Ménard qui est avec nous et François Pupponi, bien entendu. Et vous au 0826 300 300. Ça va Philippe David? Ça va très bien et vous? On est très bien. Allez tout de suite le grand débat du jour. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Le vendredi 24 janvier à Paris, Elias, 14 ans, sort de son entraînement de foot. Deux adolescents tentent alors de lui voler son téléphone et le tuent d'un coup de couteau. Les deux suspects en cette affaire sont des mineurs, âgés de 17 et 16 ans. Il faut sanctionner plus tôt, plus vite, ne pas attendre que la situation s'aggrave pour sanctionner. Il y a une forme d'impunité qui s'est installée. Il faut remettre l'encadrement de type militaire pour les mineurs délinquants. Le projet de loi qui sera présenté permettra de sanctionner les parents de jeunes délinquants. Pour les mineurs, la primauté de l'éducatif reste sur le répressif. Arrêtons à chaque fait divers de ramener un coup politique. On a réformé la justice des mineurs il y a moins de 2 ans. Laissons le temps à chaque réforme de faire leur effet avant de vouloir tout de suite relégiférer dessus. Et l'Assemblée nationale qui examine une proposition de loi de Gabriel Attal sur la justice des mineurs. L'ancien Premier ministre veut donc remettre en cause l'excuse de minorité dans les cas graves et créer une comparution immédiate pour les jeunes délinquants. Alors parlons vrai, est-ce que la justice des mineurs est armée pour lutter contre l'hyperviolence de certains jeunes? Et à cette question, selon la gravité des crimes, doit-on juger les mineurs comme les majeurs? Vous dites oui à 92%. Vous voulez témoigner au délai vraie voix, attendre vos appels au 0826 300 300. C'est une vraie question, Philippe Bilger, puisque la violence des jeunes ressemble malheureusement à celle des plus âgés. Qu'est-ce qu'il faut en penser? Ils sont de plus en plus violents et de plus en plus précocement. Mais la question posée par Sud Radio fait une synthèse rapide des mesures que propose Gabriel Attal, qui en réalité ne propose pas tout le temps de juger les mineurs comme des majeurs. Et je pense que ce qu'il propose est très pertinent sur le plan répressif. Ça ne veut pas dire que l'éducatif, qui a pris jusqu'à aujourd'hui une place trop importante, alors que, pardon pour la banalité, les mineurs d'aujourd'hui n'ont plus rien à voir avec ceux de 1945, l'éducatif doit demeurer, mais à sa place, alors que par ailleurs, le répressif, avec ses modifications, peut avoir une importance décisive. J'ajoute que la loi 2021, pour répondre à l'intervention qui a terminé la présentation, la loi 2021, on savait d'emblée qu'elle était mauvaise. Et pourtant, elle a été votée. François Pupponi, tiens, l'élu local, vous l'avez constaté, vous, à Sarcelles? Non, mais que les jeunes d'aujourd'hui soient plus les mêmes que 45, ça c'est évident. Alors, la philosophie de l'ordonnance. Il y a plein de gens qui disent le contraire. Ici, autour de cette table, il y a beaucoup de gens. Sincèrement, on les a vus évoluer, et c'est même les plus grands qui nous prennent en disant: ceux qui arrivent, vous avez rien vu, vous allez voir ce qui va vous arriver. Bon, la philosophie de 45, c'est de dire, on doit être là pour aider un jeune à se réinsérer avec une vision éducative. Donc, un adolescent, un enfant n'est pas un adulte. C'est peut-être une palissade de le dire, mais c'est comme ça.
Moi, ce qui me gêne dans tout ce discours, bien entendu qu'il faut durcir la loi, bien entendu qu'il faut des sanctions qui soient immédiatement audibles par le mineur. Parce que le problème aujourd'hui, il ne comprend pas lorsqu'il est sanctionné. Donc il n'y a aucune raison qu'il s'arrête. Mais il faut tout faire pour qu'un mineur ne devienne pas un délinquant. Et cette partie prévention, on l'a oubliée. Il y a l'ordonnance de 45, il y a la loi sur les mineurs pour sanctionner, pour que ça soit efficace, oui, il faut... Mais on oublie de dire que tout doit être fait dans la société pour qu'un enfant devienne un délinquant. Enfin, c'est le rôle des parents, c'est le rôle de l'école, c'est le rôle de... Et ça, on n'en parle plus. Enfin, le terme prévention est devenu complètement tabou et pour pas dire une insulte. Sébastien Ménard. Moi, j'ai du mal à vous comprendre, François, parce qu'en fait, vous dites il ne faut pas qu'un enfant ou qu'un adolescent devienne un délinquant. On parle d'enfants et d'adolescents qui sont déjà délinquants. Enfin, oui, il faut empêcher qu'ils le deviennent. C'est ce qu'il dit, non, mais ils le sont déjà. Ils le sont déjà. Je suis désolé. Quand vous avez chez vous ou ailleurs des gamins qui brûlent des bagnoles, qui violent des gamines ou qui tiennent des places fortes de deal, ou qui tuent au couteau pour un téléphone portable. Non, mais la question, Sébastien Ménard, c'est de dire entre ce que dit Philippe... Ce sont déjà des délinquants. Sauf que moi, on les a vus déraper. Il y en a qui sont signalés à l'âge de 5 ans, avec des troubles de comportement. Avec des troubles de comportement. Qu'est-ce qu'on a raté, en fait? C'est que quand il y a les premiers signaux qui arrivent, il n'y a pas de prise en charge. Pour avoir un rendez-vous chez un pédopsychiatre quand un enfant est en train de déraper, c'est 2 ans d'attente si les parents acceptent de demander rendez-vous. Bon, donc on voit les enfants déraper, on connaît une situation familiale qui peut basculer, on connaît un comportement violent très jeune. Et ce qu'on fait, on les regarde et on les prend pas en charge. Et pourquoi on les regarde? On les regarde parce qu'il y a aussi un biais parmi tous ces professionnels qui font probablement un boulot très ingrat, un boulot très difficile. Il y a un biais. Il y a un biais permissif. Non, il n'y a pas de prise en charge. Mais quand il y a une prise en charge, on n'empêche pas. On en a sauvé beaucoup. En tout cas, pas assez. Mais pas assez. Mais parce qu'il n'y a pas assez de prise en charge. François, je suis globalement d'accord avec vous, mais les familles souvent n'alertent pas les pédopsychiatres parce qu'elles considèrent qu'elles peuvent encore faire évoluer le mineur dans le bon sens. Non, mais souvent c'est. Et il n'y a pas toujours des alertes. Non, mais ceux qui doivent alerter, on le sait, c'est l'école. Parce qu'à l'école, on constate le comportement problématique de l'enfant. Quand ils y vont les mineurs, là on parle d'enfants. Enfin là on parle d'enfants. C'est obligatoire. C'est l'école qui doit, c'est les clubs de sport, les associations. Là où ils y vont, c'est les bailleurs sociaux, enfin les bailleurs sociaux. Je vous arrête parce qu'il n'y a pas d'enfants de 12 ans qui vont pas à l'école, ils vont tous à l'école. Non, mais vous plaisantez, j'espère. Non. Globalement, jusqu'à 16 ans, c'est plutôt bien surveillé. Bon, c'est les services sociaux qui doivent normalement aller visiter les familles et c'est le constat. Personne ne le fait, ça. Mais on est bien d'accord. Donc on est bien capable. Notre système de prise en charge préventive ne fonctionne plus. C'est ça. Et après, on les laisse déraper, ils deviennent des délinquants, et là, il faut les sanctionner. Mais ce qui est terrible, c'est qu'on dise, oui, il faut sanctionner un délinquant, moi, j'ai pas de problème, et plus efficacement qu'on le fait aujourd'hui, mais quand même, on devrait être capable de se dire comment on fait qu'un enfant ne devienne pas un délinquant. Enfin, comment on fait pour tout mettre en œuvre. Ça, on n'en parle plus. Vous pensez, comme François Pupponi, qu'aujourd'hui, il faut mettre le paquet sur la prévention, ou qu'au contraire, on a fait trop de prévention, et qu'il faut faire de la répression, notamment via la... On peut faire les deux. Moi, j'y faut faire les deux. Attention. Qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Quand ça a basculé, il faut de la répression efficace, mais il faut tout faire pour que ça bascule pas. Donc il faut de la prévention et de la répression. Le problème aujourd'hui, on ne parle plus que de répression, et depuis 7 ans, et depuis que le président Macron est là, on ne parle plus de prévention. C'est devenu un sujet un peu tabou, et ça me désole. C'est aussi parce que la société s'est ensauvagée et que les jeunes sont de plus en plus durs et aller sur notre sujet, parce que c'est ça, c'est la question du jour, c'est de dire, selon la gravité du crime, est-ce qu'on doit juger ces mineurs comme des majeurs, en fait? Moi, je suis tout à fait partisan de ce qu'avait déjà à l'époque proposé le président Sarkozy, entre 16 et 18 ans, les faire passer devant le tribunal correctionnel. Ça me paraît une évidence, et c'est un peu ce que propose Gabriel Attal. Moi, je suis partisan, à partir de cet âge-là, de les faire passer et d'éliminer radicalement l'excuse de mineur. Sauf que, si je peux permettre, le vrai problème avec les mineurs délinquants, c'est de les sanctionner vite et bien dès la première infraction. C'est ça. Dès le premier délit. Voir Maurice Berger. Voilà.
Et nous, ce qu'on fait, on va les faire passer à la fin, une fois qu'ils en auront fait 2, 3, 4, 10. Et donc, les 8 ou 9 où ils n'ont pas été pris en charge en termes de sanctions, eh bien, ça ne sera pas compréhensible. Donc, ce qu'il faut, c'est les sanctionner vite et bien, tout de suite. Et pas forcément lourdement. Non, mais que ça soit efficace. Mais ça, on ne sait pas le faire. Philippe Bilger, vous avez parlé de tribunal correctionnel. Je prends un exemple. Le tueur du petit Elias. Multirécidiviste de l'attaque pour voler des téléphones portables. Il a 17 ans. Ne me dites pas qu'à 17 ans, vous savez pas ce que vous faites quand vous plantez un couteau à quelqu'un. Donc qu'est-ce que là, c'est pas le tribunal? Ils savent pas ce qu'ils font. Ah bah excusez-moi, à 17 ans, c'est ce qu'on fait. À l'époque, moi j'ai vu des gens à 17 ans, ils arrivaient au service militaire, on leur apprenait à servir d'une baïonnette et d'un fusil d'assaut. Ils savaient ce qu'ils faisaient. Moi j'en ai vu un, lors d'une risque entre bandes, mettre un coup de couteau dans les fesses. Oui. Bon, il se fait attraper. Je dis, mais putain, mais t'es complètement dégénéré. Enfin, non, mais dans les faits, je vais pas le tuer. Je dis, mais tu sais ce que c'est, une artère fémorale? C'est quoi une artère fémorale? Il pensait qu'en donnant des coups de couteau dans les fesses, c'était pour lui faire mal et qu'il n'allait pas le tuer. Ils n'ont pas de cerveau. Et Maurice ils n'ont pas de cerveau. Ne pas avoir de cerveau, c'est pas une circonstance atténuante devant le tribunal. Quand vous dites ils savent ce qu'ils font, en tout cas, si eux ils savent pas ce qu'ils font, nous on sait ce qu'on a à faire. Attendez, mais il faut savoir à qui on s'adresse. Maurice Berger demande à un jeune, un jeune de 15 ans, pourquoi il n'a pas, entre guillemets, planté l'autre. Il répond, c'est pas du tout parce que c'est mal, parce que mon copain m'a retiré. Bien sûr, je sais, bien sûr. Et là, ça fait réagir beaucoup. 0826 300 300. 826 300 300. Jean-François est avec nous. Une réflexion, Jean-François, peut-être. Oui, mais moi je suis à peu près d'accord avec tout ce qui se dit. Il faut qu'il y ait la même justice pour les mineurs et les majeurs. Mais le problème, c'est que le combat a été perdu déjà il y a 50 ans. Il faut tout revoir, quoi. Les conseils départementaux, les régions consacrent des sommes faramineuses pour lutter contre le fléau, et ça s'arrête pas. Donc ça veut dire qu'on ne fait pas ce qu'il faut. Il faut rétablir l'autorité à tous les niveaux de la société, à commencer par la famille. Il faut responsabiliser les gens. Alors, votre chroniqueur a parlé du service militaire. Non, c'est moi qui en ai parlé. J'ai dit qu'à 17 ans à l'époque, on avait des jeunes appelés à qui on apprenait à se servir d'un fusil d'assaut et d'une baïonnette. Oui. Et que donc, ils savaient ce qu'ils faisaient s'ils s'en servaient. Donc, à 17 ans, l'autre qui a planté Elias, il savait ce qu'il faisait. Attends, mais ce que je veux dire, c'est que nous, quand nous allions au service militaire, comme vous, on passait le conseil de révision. Oui. Tous, y compris ceux qui allaient être réformés, de sorte que si dans le lot il y en avait qui présentaient des caractères un peu déviants, il était toujours temps de s'en occuper. C'est vrai, absolument. Parce qu'on les envoyait chez le psychiatre. Non, mais il a raison, c'était un scanner en fait. Bien sûr. Aujourd'hui, c'est fini. Tout le monde, il n'y a plus de service, plus d'autorité. Les familles baissent les bras. Et ça coûte une fortune à la collectivité. Alors c'est pas une question d'argent, c'est une question d'ordre. François Pupponi, quand vous étiez maire de Sarcelles, est-ce que ça vous est arrivé de faire des couvre-feux parfois? Bien sûr, c'est en 2007. Oui. Quand il y a eu 2005. Et nous on a eu 2007 avec Villiers-le-Bel, puisqu'il y a eu les moments vivants. Est-ce que vous avez eu du résultat? Est-ce que mais c'est évident. Enfin, quand il y a eu le couvre-feu. Ça se passait, les quelques jours où il y a eu le couvre-feu, bien sûr que c'était efficace. Et le peu qui travaillaient dans la rue, on les attrapait, et puis voilà. Après, le vrai sujet, moi qui était le mien, c'est que moi j'ai vécu des règlements de compte entre bandes avec 2 morts. Enfin, on a ramassé des enfants dans le caniveau, on allait dire aux parents que le gamin était mort, 17 ans, une horreur. Et là, on a mis en place un système qui est de veille permanente. C'est-à-dire que on essayait d'écouter tout ce qui se passait dans les quartiers pour comprendre, et dès qu'il y avait le moindre coup de poing, on essayait de réagir. Donc on essaie de repérer avec l'éducation nationale les jeunes qui commençaient à avoir des problèmes, comment on pouvait les convoquer les parents. Donc il y avait une prise en charge des institutions pour alerter. Et on n'a pas tout réussi. Attention, je ne suis pas en train de dire que le risque zéro n'existe pas. Et moi, j'ai le sentiment qu'aujourd'hui... Avec une vigilance, c'est ça que vous voulez dire. Voilà, on était beaucoup plus vigilant. J'ai le sentiment qu'aujourd'hui, cette vigilance, elle n'existe plus trop. Voilà, on est uniquement dans le répressif. Après, c'est une question de moyens, des mairies aussi. C'est pas une question de moyens. C'est que les acteurs publics soient... des moyens de gens sur le terrain, oui, mais ils y sont, les gens. Mais qui soient plus attentifs à tout ça. Sébastien Moi, je pense que... Pardonnez-moi, François, mais je pense que
Et je suis comme vous, hein, je pense qu'il faut d'un côté aider, soutenir, parler, négocier, mais d'un autre côté il faut aussi quelque part réprimander, oui, il faut, mais on est sévir, il n'y a pas de punir. problème, il n'y a pas de débat là-dessus. Mais vis-à-vis entre guillemets de toutes celles et tous ceux qui travaillent beaucoup, payent beaucoup d'impôts, etc., se disent mais qu'est-ce qui se passe dans mon, pardonnez-moi, putain de pays? Comment les choses sont-elles gérées? Comment on a pu en arriver là? Donc quand vous dites, ça fait 7 ans qu'on ne parle plus de pédagogie, de prévention, etc. Enfin aujourd'hui les gens ils n'ont pas envie d'entendre parler de pédagogie, de prévention, d'exclusionnite. Aujourd'hui les gens ils se disent, il y a des jeunes qui meurent pour un téléphone portable. Il y a une gamine de 11 ans qui se fait massacrer par son voisin. Voilà. Non mais d'accord, mais on peut être là pour, entre guillemets, faire plaisir aux gens, leur dire on va tous les enfermer. Non, mais c'est pas leur. La vraie question, on peut même pas, François, vous le savez très bien. On n'a même pas les maisons de correction, les maisons de redressement, les centres de fermés, etc. Les centres éducatifs fermés. On n'a même pas de moyens de pression sur les parents. On n'a aucun moyen de pression. Ces centres fermés, quand ils existent, il y a bien entendu une vertu éducative. Bien entendu, vertu pédagogique. Le problème, François, c'est qu'au fil du temps, on paye en permanence les conséquences de nos incuries. Exactement. Vous parliez de prévention tout à l'heure. C'est très vrai, mais le problème, c'est que lorsqu'on a des enfants de 12-13 ans qui commettent déjà le pire, on n'a plus le temps de mettre en œuvre le processus préventif parce qu'en réalité, il nous échappe radicalement. On va payer tout ça. Mais on le paye. Comment ça se passe? Celui qui commence à déraper, on le met de côté. Pour sauver les autres. Moi, j'ai vu à l'Éducation nationale, on les sortait de l'école pour les mettre de côté. En disant, il y en a 2 qui décodent, je vais sauver les 25 autres qui décodent pas. Voilà. Et donc, on les exclut et on les laisse déraper. En se disant, bon, allez, à 18 ans, ils feront une connerie, ils iront en prison. Le problème, c'est qu'ils font entre guillemets, les conneries. Mais grave, bien avant, voilà. Et donc, effectivement, on a abandonné. On a quoi? Et maintenant, on dit, qu'est-ce qu'on fait? On n'a pas qu'abandonné. Il y a aussi des gens qui font pas leur boulot. Excusez-moi. Oui, bien sûr, les services sociaux, on paye des gens. Il y a quand même. Enfin, on n'est pas dans une république bananière. Mais la vraie question, c'est, pour ceux qui ont basculé, qu'est-ce qu'on fait? La répression. On sanctionne. Est-ce qu'on peut éviter que ceux qui arrivent, ils basculent aussi? Voilà. Sinon, sincèrement, ça sera. On a parlé l'autre jour pour une submersion en termes d'immigration. Là, ça sera une submersion en termes de délinquance. On va être submergé par le problème. Quand on voit pas plus tard que la semaine dernière, un gamin de 8 ans ou 9 ans de CM1 est arrivé avec un couteau de 20 cm dans une école, je crois en Seine-et-Marne, parce qu'il avait un compte à régler avec un copain de classe, mais on se demande comment est éduquée cette jeunesse. Là, c'est les parents qu'il faut on est bien d'accord. Parce que, excusez-moi, mais on est chez les dingues. Parce que s'ils amènent un couteau à 8-9 ans, qu'est-ce qu'ils font à 14? Ça veut dire que s'il faut fouiller ses enfants avant de partir à l'école, ça va être compliqué. C'est terrible, mais c'est vrai. Merci beaucoup, messieurs. Jean-François, vous restez avec nous. On reviendra en quelques instants avec le Qui c'est qui l'a dit. On fera une petite pause sur cette actualité bien triste. Allez, à tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Et comme il fallait choisir les meilleurs éditorialistes du jour, on a décidé de prendre Philippe Bilger en Prums, Sébastien Ménard en 2, en 3 et 2 et demi François Pupponi. Comme ça nous fait une fine équipe. Ça, et bien entendu. Et pourtant, ma chère Cécile, François remplace quelqu'un irremplaçable. Françoise de Gois. Voilà. Absolument. Voilà. Et en 3, on a pris Jean-François. Jean-François, vous êtes avec nous? Oui, je suis là. Voilà, et Jean-François, on lui demande de... Ah bah vous avez une mission. Le lancement du Qui c'est qui l'a dit. Voilà, je déclare ouvert le Qui c'est qui l'a dit. Les vraies voix Sud Radio. C'est digne des Jeux de l'actu. C'est digne des Jeux Olympiques. Je déclare ouvert les JO Paris 2024. Mais c'est ça, c'est nos JO à nous, bien sûr. Avec des 3 équipes. Vous seriez quel pays, la France? Quel pays vous seriez, Sébastien Ménard? Le Pays Basque. Pas mal. Pas mal. Philippe Bilger, l'Alsace. Et vous, Philippe Bilger? Moi, j'hésite. J'aime bien la Bretagne. Allez, la Bretagne. Allez, très bien. Et Jean-François, c'est l'Occitanie, comme il a Béziers. Exactement, exactement. Et vous, Philippe David? Moi, ce serait la Bigorre. Ouais, tout ce qui se bouffe. Et le pays de la bouffe. Et vous, Cécile? Moi, ce serait la France. C'est beau. Bravo. La France, comme dirait Louis de Funès, la France. Vous prenez le tout. Question, et je vous prends tous en même temps. C'est ses racines aristocrates. Ouais, c'est ça, exactement. Question, qui c'est qui l'a dit, mon cher Jean-François? Je pense que Bruno Retailleau serait un très bon président des Républicains. Éric Ciotti. Non.
Allez-y. Non. Petit indice. Région. Xavier Bertrand. Bonne réponse de Sébastien Ménard. Xavier Bertrand, président de la Normalement, région quand je donne un indice, ça devrait pas être 3 points. Ça va. Qui c'est qui l'a dit, Jean-François? J'espère que les assemblées s'opposeront à la nomination de Richard Ferrand. Le Conseil constitutionnel a besoin de juristes, pas de courtisans. Bon, ça c'était France Insoumise, Mélenchon. Non. Le Pen. Non, ni l'un ni l'autre, pas du tout. Non. C'était ce matin sur Sud Radio. Oui. David Lisnard. Bonne réponse de Sébastien Ménard. Vous avez regardé? Non, il a pas Mais regardé. je l'ai écouté surtout Sud Radio ce matin. D'accord. Très Désolé. bien. Levez la main droite et dites je le jure. Je le jure. D'accord, très bien. Question qui c'est qui l'a dit? 3 points sur l'immigration. Plus on en parle, plus l'extrême droite monte. Eric Woerth. Non. Allez-y. Plus on en parle, plus l'extrême Monte. Ouais. Quelqu'un de gauche. Quelqu'un du NFP. Non, pas c'est Sandrine Rousseau, non. Non, fort. Non, un chef de parti. Fabien Roussel. Bonne réponse. Oh là là, il est bien parti là. Ouais, Il est très vif. Hein. Qui c'est qui l'a dit, Jean-François? La politique française est malade de l'élection présidentielle. On est nombreux à l'avoir dit, ça. Ouais, tout le monde l'a dit. Allez-y. Philippe. C'est pas Retailleau. Mais non. Non. Oui, mais C'est qui d'autre? Vous avez des amours. Mais non, c'est qui d'autre? Gabriel. Non, c'est pas ça, c'est Gabriel. Tu brûles mon esprit. Je voulais laisser. Gabriel Attal. Mais vous l'avez pas dit, Attal? Si. Non, je l'ai pas dit. Bon, alors 3 points. Merci. Mais il l'a pas dit, alors. Non, je l'ai pas dit, mais c'est depuis qu'il n'a plus l'espoir d'y aller. C'est à vous, à moi? Non, alors c'est à vous. Ah ouais, d'accord. Question qui c'est qui l'a dit? 3 points. Faire payer les parents qui vivent du deal de leurs enfants. Bien sûr, quand les parents sont complices ou défaillants, il faut les sanctionner. Jean-François. Darmanin. Non. C'est une femme. C'est une femme. Une femme. Catherine Vautrin. Non. C'est une présidente. Valérie Pécresse. Bonne réponse. Il va vite. Ah, il va trop vite, il va trop vite. Il percute au quart de tour, comme on dit. On va appeler Élise Lucet pour lui faire un dépistage. Allez, oui. Non, rien. Je disais que François et moi, on se mobilise pas énormément. Qui c'est qui l'a dit, Jean-François? La totalité de la classe politique souhaitait davantage de dépenses, donc chercher des responsabilités individuelles, c'est de ne pas comprendre que les problèmes aujourd'hui de la France, c'est une addiction à la dépense publique. Jean-François. Le patron de MEDEF. Non. Le nouveau. Non, c'est un ancien ministre qui est aujourd'hui député. C'est l'ancien ministre de l'économie. Non, c'est Woerth. Mais non, c'est pas Antoine Armand. Bonne réponse. On l'a déjà eu il y a 15 jours, je crois. Non. Non, il l'a dit aujourd'hui, celle-là. Ah bah il n'arrête pas, il est en boucle. Alors, vous utilisez les arguments de Philippe Bilger quand même, François, n'importe quoi. François Ménard. Allez, sur la nouvelle motion de censure envisagée par le PS fait du cinéma, il se ridiculise, il essaye de racheter une conscience vis-à-vis de la gauche. Jean-François. Bompard. Non. Non. Ah non, de l'autre côté. Panot. Non, Le Pen. Marine. Non, Jacobelli. Ciotti. Non. Fesneau. Non. Bayrou. Mais pourtant, c'est un ténor du RN quand même. Bonne réponse de Sébastien Ménard. Ah là 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 là. Tout dit. Ah oui, vous avez tout dit, restez que celui-là. Qui c'est qui l'a dit sur le narcotrafic? Attention, j'assume de sortir de la culture récréative un peu bobo et de dire que s'il y a des trafiquants, c'est parce qu'il y a des consommateurs. Retailleau. Oui, je vais souffler pour que. Je voulais pas qu'il fasse 100% et qu'il gagne. On met les points à Jean-François. Je voulais pas que Jean-François soit Fanny à cause de Ménard. Ah, merci, vous êtes bien bon, merci. On était 3 à avoir 0. Hein. Ah ouais, c'est bien. Vous voulez le verdict? Le verdict. Le verdict alors. La Sébastien Ménard stratosphérique. Ah non, je veux le score. 21 points. Merci. Jean-François 3 points. Oh la vache. Philippe Bilger et François Pupponi. Prochaine émission, c'est pas les vraies voix, c'est Portée disparue. Là, c'est. J'aime bien parce que Sébastien Ménard, il s'auto-applaudit, oui. On n'est jamais si bien servi que par soi-même. Mon cher Jean-François, merci d'avoir joué avec nous, pardon. Et merci beaucoup d'avoir apporté un peu de fraîcheur dans cette émission. Vous restez avec nous dans un instant. C'est le journal, c'est la météo avec Rémi André et avec Philippe David.
Eh bien, je suis d'accord avec Gabriel Attal. Ah ben voilà, vous avez fait Ça n'arrive plaisir pas à Philippe. souvent, mais la preuve. Eh ben très bien, on en parle dans un instant. On fait une petite pause. Merci de votre fidélité aux vraies voix. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Et autour de cette table des vraies voix de 17h à 19h avec Philippe David, bien entendu, nos camarades de jeu, Philippe Bilger aujourd'hui, François Pupponi, Sébastien Ménard. Et nous avons la possibilité, bien entendu, de lancer un jeu magnifique puisque nous allons pouvoir vous offrir un très, très joli cadeau avec Philippe David, Sud Radio et Futuroscope, bien entendu. Vous allez pouvoir aller au parc du Futuroscope pour 4 personnes en famille, 2 adultes, 2 enfants de 5 à 12 ans, comprenant l'entrée du parc 2 jours consécutifs. Une nuit à l'hôtel au Futuroscope, les petits déjeuners, l'accès au spectacle nocturne. Alors ça, si c'est pas un beau cadeau, Philippe. C'est somptueux. Et éventuellement, je peux vous envoyer du Philippe David. Oh, non, parce que ça ferait perdre une place pour les gens. Non, comme ça, vous pourriez leur porter leur bagage et tout ça, tout ça, leur faire des massages. Je dormirais dans la voiture. Leur faire des massages de sur le parking du super motel devant la porte. Devant la porte, exactement. Vous occupez des gosses et tout, c'est pas mal ça. Mais oui, vous feriez ça formidablement bien. Allez, Sébastien Minard, donnez-moi un chiffre entre 0 et 10, entre 1 et 10, pardon. 64. Oh. Ça se voit qu'il est des Pyrénées-Atlantiques. Quel cancre. 6. Et c'est le 6e appel au standard. Attention, vous avez 6 minutes. En attendant, ce numéro de téléphone que vous utilisez aussi, le 0826 300 300, pour notre répondeur, vous laissez des messages et on les écoute. Oui, bonjour, c'est Radio Simon de Perpignan. Bon, je voudrais, suite aux événements, là, surtout la dernière de la petite Louise, je voudrais livrer une petite pensée d'Albert Einstein. Le monde est dangereux à vivre, non pas à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire. Je pense que c'est quelque chose qui devrait faire réfléchir tous nos dirigeants, le monde politique, et ainsi que les Français, surtout quand ils ont des idées très particulières de laisser faire et laisser aller, parce qu'ils ne se sentent pas concernés. Vrai sujet philosophique. J'ai scrupule à non pas contredire ce génie, mais les deux. Ouais. Les deux, ceux qui commettent le mal et ceux qui le laissent faire. Ce second point, je le vois notamment dans ce qui mobilise beaucoup depuis quelque temps, les harcèlements sur les tournages. J'ai presque plus d'inimitié pour ceux qui laissent faire en voyant que pour les malheureux qui se comportent mal. Sébastien Ménard. Non, moi j'ai toujours été complètement d'accord avec cette citation, parce que en fait le mal est inhérent à la condition humaine. Enfin, l'homme à l'état de nature, n'est pas peaceful. Enfin voilà. Vous n'êtes donc pas rousseauiste. Non, absolument pas. Et je ne suis pas einsteinien non plus. Mais là, pour le coup, la citation, elle nous met en responsabilité. C'est-à-dire que le mal est inhérent à ce que nous sommes, mais force est de constater que toutes celles et tous ceux qui sont de bonne volonté, de toutes celles et tous ceux qui sont, je dirais, en situation de gérer les sociétés humaines, à eux de prendre leurs responsabilités, voilà, et à faire en sorte que, en tout cas, le mal soit contraint, soit contenu et éradiqué autant que faire se peut. Il y a une société de vigilance, comme vous disiez tout à l'heure, François Pupponi. Oui, parce que c'est vrai qu'on avait le sentiment quand même qu'on allait vers des sociétés, enfin, en tout cas chez nous, vers des sociétés un peu plus civilisées. Essayer de réguler le mal, le sanctionner quand on pouvait, etc., pour l'atténuer. Et on a le sentiment, depuis maintenant quelques années, qu'on retombe en barbarie, quoi. Ah ben oui. Complètement, que la civilisation s'éloigne. Voilà. Ça, c'est à la fois très inquiétant, et on s'aperçoit aussi au niveau international que le temps des empires est revenu. Oui. Et que ce recul de la civilisation, il est partout, y compris chez certains grands dirigeants qui ont décidé d'être plutôt violent plutôt que d'être dans la raison. Merci beaucoup. Allez, dans un instant, le coup de gueule de Philippe David. Eh bien, écoutez, il y a une maladie qui traîne, mais j'ai pas le remède. Mais on va quand même parler de la maladie. Et on va se poser les questions. D'accord. Et on va peut-être trouver le remède. Avec les vraies voix. Comme ils sont tous bien plus intelligents qu'Einstein, qu'on vient de citer, bien sûr, on devrait y arriver d'ici la fin de l'émission. Bien sûr. Montrez-moi votre nez qui s'allonge. Allez, à tout de suite. Ah non, je le pense. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus.
Bienvenue dans Les Vraies Voix, on est ensemble jusqu'à 19h. Si vous avez envie de commenter, vous êtes les bienvenus, vous le savez, le 0826 300 300. Vous pouvez aussi nous regarder, nous écouter sur le DAB+, vous pouvez nous regarder sur YouTube aussi. Si vous n'êtes pas abonné, je vous incite à le faire. Bientôt le million, je vous le dis tout de suite. Et oui. Bientôt le million, voilà, et ce sera bien entendu grâce à vous. Philippe Bilger est avec nous, François Pupponi, Sébastien Ménard, et il attend dans les starting blocks parce qu'il a envie de râler. Et c'est tous les jours à la même heure, c'est Philippe David. Les Vraies Voix Sud Radio. Comme d'habitude, je vais remettre le clocher au milieu du village, un village qui se situe du côté du palais de l'Élysée. Pourquoi l'Élysée? Parce qu'une phrase de Gabriel Attal prononcée ce matin m'a titillé l'oreille et surtout poussé à réfléchir. Une phrase qui me met le doigt là où ça fait mal. La politique française est malade de l'élection présidentielle. Et oui, je pense que le constat de Gabriel Attal est juste, puisqu'à 26 mois de l'échéance, on ne parle plus que de la présidentielle. Et finalement, on ne parle même que de ça depuis la réélection d'Emmanuel Macron en 2022, puisqu'il ne peut, avec la réforme constitutionnelle de 2008, pas se représenter en 2027. Chacun place ses pions. Retailleau veut prendre la plaide des LR pour s'imposer comme candidat. Wauquiez part en guerre contre lui, bien évidemment en pensant à 2027. Édouard Philippe a créé son parti dans ce seul et unique but. Comme d'ailleurs Gabriel Attal, qui a absolument tenu à prendre la tête du parti présidentiel, avec pour seul et unique objectif la prochaine présidentielle, même s'il a fait ce constat aujourd'hui. Marine Le Pen serait empêchée par la justice. On pense aux conséquences pour la présidentielle, en pensant à Jordan Bardella pour la remplacer. Un ou plusieurs candidats de la gauche NFP, faites vos jeux, ce sont les ambitions qui décideront. Alors se pose à mon avis une question. Est-ce que finalement la politique française n'est pas vraiment malade de la présidentielle? Car l'élection du président de la République au suffrage universel est un phénomène récent qui fête ses 60 ans cette année suite à la réforme constitutionnelle de 1962. Auparavant, un seul président de la République avait été élu au suffrage universel, Louis-Napoléon Bonaparte, le futur Napoléon III, en 1848. À l'époque, le corps électoral français ne comptait que 10 millions d'électeurs, tandis que la France métropolitaine comptait 36 millions d'habitants. Et de 1848 à 1965, la France a passé 117 ans sans élection présidentielle au suffrage universel direct, sans pour autant tomber dans le chaos. Alors oui, Gabriel Attal a raison, la politique française est malade de la présidentielle. Reste juste à trouver le remède. Un double éloge à faire à Gabriel Attal. Vous avez commencé en disant qu'il vous avait poussé à réfléchir, c'est très important. Et deuxième élément, vous avez très bien réfléchi, mais je ne vous suis pas du tout. Certes, on pense à la présidentielle trop vite, trop tôt, mais tout de même, cette élection au suffrage universel est peut-être le dernier moyen démocratique qui permet à une société française de considérer que la politique est une chose sérieuse. Alors ensuite, il faut compter sur la moralité des politiques, hommes ou femmes, pour ne pas abuser de cette obsession. Moi, je crois que François Pupponi. Moi, j'en voudrais toujours beaucoup à Lionel Jospin d'avoir inversé le calendrier électoral, fait en sorte que le président devenait, et que la présidentielle devenait l'élection majeure. La seule et unique. La seule et unique. Mettant le Premier ministre à un rôle de second rôle, alors que dans la Constitution de 58 voulue par le général de Gaulle, le Premier ministre gouverne. Voilà. Et donc on avait une situation où maintenant, effectivement, les législatives n'ont plus d'importance, on le voit. Les gouvernements n'ont plus d'importance. On a passé 2 mois sans gouvernement, globalement, tout le monde s'en moquait. Et on attend effectivement, tous les 5 ans, celui qui va être en place. Et avec une autre réforme qui a été faite, avec le double quinquennat, qui pose un vrai problème. C'est qu'un président de la République réélu, on le voit, le lendemain de sa réélection, il est déjà dévalorisé. Parce que les gens pensent à l'après. Donc, se pose le problème de savoir si on continue avec la 5e, si on la révise de nouveau, ou si on invente une nouvelle constitution. Alors, moi, je vais pas jouer les constitutionnalistes ici présents, je dis simplement que ce qui a changé. Ce qui a changé, c'est la temporalité politique qui s'est considérablement accélérée avec le miroir grossissant, notamment des réseaux sociaux, l'emprise des réseaux sociaux, l'emprise de la vox popula dans le débat public, qui fait que pour exister, il faut être dans la surenchère permanente. Et quand vous êtes candidat, finalement, être candidat à la tête d'une belle ville de 100 000, 200 000 habitants, ça suffit même plus. Donc finalement, on dit je suis candidat à l'élection présidentielle. Et sur un malentendu, c'est quoi? C'est une affaire qui va disqualifier l'un,
qui va éliminer l'autre, finalement, vous pouvez avoir le plan B, du plan B, du plan C, du plan D qui se retrouve en situation d'être candidat à l'élection présidentielle. François Hollande. Voilà. Mais il n'y a pas que lui. 2011. Il y a eu d'autres Fillon, candidats. 2017. Il y a eu d'autres candidates, notamment dans des partis dits historiquement de gouvernement, qui honnêtement, dans un passé plutôt contemporain, n'auraient jamais dû avoir droit au chapitre. Voilà, parce qu'elles avaient ni le réseau, ni l'expérience, ni le talent pour être candidates. Et vous avez vu que je ne cite personne. Mais en tout cas, je pense très fortement à 2 candidates, en l'occurrence. Voilà, mais c'est tout. Donc aujourd'hui, c'est pas tant, pardonnez-moi François, c'est pas la Ve République, c'est pas le général de Gaulle, c'est même pas Napoléon III, c'est pas tout ça, mon cher Philippe David. La problématique aujourd'hui, c'est le miroir grossissant des nouveaux médias, de cette digitalisation quelque part des idées, de cette hyper-viralité qui fait qu'on n'a pas d'autre choix pour exister que d'être candidat. Donc je vous l'annonce, je serai aussi candidat à l'élection présidentielle. Aïe, oups. Vous avez un poste pour vous, bien sûr, Philippe David. Voilà. Mon Dieu, c'est comme ça que ça marche. Je préviens, demain, je fais un coup de cœur sur Sébastien Ménard, qui se conclura par Sébastien Ménard, président. C'est ça. Allez, tout de suite, merci beaucoup Philippe David. Tout de suite, l'info en plus avec Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio. Et les oppositions de gauche ont de nouveau attaqué François Bayrou cet après-midi sur l'affaire des violences sexuelles au collège-lycée Notre-Dame de Bétharram. Institution catholique du Béarn qui fait l'objet d'une centaine de plaintes et d'une enquête pour violences sexuelles des années 70 à 90. Et on en parlait ici même, le Premier ministre François Bayrou avait formellement contesté hier avoir eu connaissance à l'époque de ces accusations concernant l'établissement où ses enfants étaient scolarisés. Mediapart l'accusait d'avoir passé sous silence durant des années ces plaintes dont il aurait eu connaissance dans les années 90 en tant que député et président du Conseil général à l'époque, voire quelques années plus tôt en tant que ministre de l'Éducation. Dénégation hier donc, et désormais plusieurs députés qui l'accusent d'avoir menti devant l'Assemblée hier, comme tout à l'heure Paul Vanier de LFI, puis l'écologiste Arnaud Bonnet. Vous m'avez répondu n'avoir jamais été informé. Vous avez menti. Mediapart révèle que vous receviez encore le courrier recommandé d'une victime en mars 2024. Vous avez menti aux députés pour dissimuler votre connaissance de violences sur des enfants que vos responsabilités passées vous imposaient de dénoncer. Allez-vous, monsieur le Premier ministre, en assumer toutes les conséquences et présenter votre démission? Vous nous devez, monsieur le ministre, des réponses claires. Et si vous avez silencié ces violences, vous devez démissionner. Des oppositions d'abord agacées que François Bayrou ne réponde pas en personne. La parole est à monsieur Gérald Darmanin, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Le ministre de la Justice qui s'est contenté de rappeler qu'il ne s'exprimait pas justement sur les cas individuels. Finalement, donc François Bayrou est venu en personne démentir de nouveau, un peu comme hier, avec quasiment le même argument. Pensez-vous qu'on aurait scolarisé nos enfants dans cet établissement si on avait eu vent de violences sexuelles? Je récuse les polémiques artificielles sur ce sujet. Voilà, même posture qu'hier. Il n'empêche, sur les réseaux sociaux, ce soir, par exemple sur X, anciennement Twitter, en tête des top tendances, on trouve le hashtag Bayrou démission. Ouais. Merci beaucoup Félix Mathieu. Allez, vous restez avec nous. Nous allons pouvoir offrir un très très joli cadeau à notre gagnant du jour. C'est le 6e appel au standard au 0826 300 300. On lésine pas, nous, quand on offre des cadeaux, ce sont des vrais beaux cadeaux. Eric est avec nous. Bonsoir Eric. Oui, bonjour Cécile, bonjour Lyon-la-Voix. Bonjour. Et vous habitez dans une ville, Saumur. Oui, voilà. le cadre noir et le carrousel. J'allais dire, le pays de la Loire. Merci en tout cas d'être là ce soir à ce numéro de téléphone, puisque on va pouvoir vous faire plaisir en direct, puisque on va pas vous faire attendre. Vous avez remporté donc votre séjour au Parc Futuroscope pour 4 personnes. Merci, Sud Radio. Bravo. Bravo. Oui. Je vous aime. Vous allez pouvoir partir avec 3 autres personnes que vous, à moins que vous le donniez à quelqu'un, en famille, 2 adultes, 2 enfants, la possibilité de les entrer bien sûr au parc pour 2 jours consécutifs, une nuit d'hôtel au Futuroscope, les petits déjeuners, l'accès au spectacle nocturne. C'est ça. Génial. Ça fait un heureux déjà. Ouais, ça fait... je suis comblé là. Ah ouais. Vous faites quoi dans la vie, Eric? Je suis toujours ébéniste.
Vous êtes quoi, ministre? Ébéniste. Ah bon, j'ai compris, je suis Non, il toujours sera peut-être ministre. ministre si Sébastien Ménard est président. Hein, c'est Et je me suis dit, zut, c'est Eric Lombard qui nous appelle. Son enthousiasme le mériterait, en tout cas. Ouais, non, vous moi, mer- je travaille le bois. Ah ouais, j'adore ce métier. Ébéniste, c'est canon. En tout cas, on est très heureux de vous l'offrir. Merci beaucoup. Vous nous écoutez depuis longtemps, Eric? Oh, ça fait quelques années maintenant. Et ben voilà, récompensé de cette fidélité. On Et vous... bravo. Saint-Valentin, hein, c'est bientôt. Eh ben voilà, c'est ça, exactement. On vous souhaite en tout cas un très beau séjour. Merci en tout cas d'avoir joué avec nous. Vous restez bien à l'écoute jusqu'à 19h avec Philippe Bilger. Dans un instant, le tour de table de l'actu. On va parler de Bruno Retailleau. Ah bah comme par hasard. François Pupponi. On va parler du fils d'Elon Musk. Et avec vous, Sébastien Ménard. Foutons la paix à François Bayrou. Ah bah voilà, voilà, il y en aura pour tout le monde. Allez, à tout de suite. Eric, on vous embrasse. Et Bravo, bon Futuroscope. Et on fait une petite pause. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Retour des vraies voix avec Cécile de Ménibus. Pétillante comme toujours. Philippe Bilger rutilant comme toujours. C'est compliqué à chaque fois, il essaie de trouver des trucs pour présenter tout le monde. Non, bah c'était chatoyant la première heure, là vous êtes rutilant. Rutilant, là. Vous êtes un peu moins chatoyant. Notre ami François Pupponi, avec cette identité corse qui pourrait nous chanter du Imouvrini, vous seriez partant ou pas? Non, je suis plutôt Cantabouboulogort. Ah bah allez-y. Voilà, non. Et notre ami Sébastien Ménard qui lui pourrait nous chanter des chants basques de Michel Etcheverry ou de David Olensola, allez-y. C'est pas pareil, ma chère Cécile. Le béarnais, c'est le béarnais. Le basque, c'est le basque. Je suis désolé, c'est pas pareil. Et donc ça tombe bien parce que dans un instant vous allez pouvoir parler du béarnais. C'est exactement ça. Ah bah voilà, c'est une façon de lancer le tour de table de l'actu. Bonjour les enfants. Vas-y, de quoi tu veux qu'on parle? Comme je ne connais rien au sujet, je pourrais être tenté d'en parler abondamment. T'as quelque chose à dire? Je suis Darmanin. Je ne suis pas très éloigné de Gérald. Ah bon? Oui. Le tour de table. De l'actualité. Vous n'êtes pas éloigné de Gérald, notre ami. C'est Maxime. Vous n'êtes pas éloigné de Gérald, mais c'est de Bruno dont vous voulez parler. Oui, Bruno, parce que Bruno Retailleau, est donc, après avoir évité véritablement, a enfin décidé de se porter candidat à la présidence des Républicains, et immédiatement les critiques qu'on attendait se sont manifestées, notamment le fait que avec sa candidature il allait cliver les Républicains et empêcher une unité qui n'existait d'ailleurs pas avant. Mais moi je suis très heureux sur le plan de la vie politique que Bruno Retailleau, qui a démontré depuis qu'il est ministre et qui n'a pas changé d'un iota par rapport à la pensée de la personnalité qu'il était avant comme sénateur, se présente et montre qu'il est possible de prendre la tête d'un parti en assumant ce qu'est une vraie droite, libre, sincère, courageuse et au fond capable de transcender son verbe en action. Et Laurent Wauquiez a des qualités, mais je crois qu'il faut qu'il arrête de penser qu'il est le seul candidat pour 2027 et que son obsession pour empêcher d'autres d'arriver à des postes de responsabilité lui a plutôt nui que servi. Sébastien Ménard. Donc vous avez abandonné Gabriel Attal. Non, pas du tout. Gabriel Attal ne suit pas forcément mes dessins, vous comprenez. Mais je veux dire, il est toujours aussi talentueux, même s'il a une petite dépression ces derniers. Excusez-moi Sébastien, traduction, Bilger bouffe à tous les râteliers. C'était un peu ça. Comme vous y allez. Mais je vais répondre à Philippe Bilger. Retailleau aussi. Parce que dans le cadre de la construction, de la composition de ce gouvernement, de cet attelage, je dirais, de soi-disant politiques de bonne volonté qui viennent contribuer, il y avait un deal. Le deal, c'est effectivement Laurent Wauquiez qui restait à l'extérieur du gouvernement pour reconstruire la droite dite de gouvernement ex-UMP devenue LR et avec une potentielle nouvelle appellation dans plusieurs semaines. Et Retailleau devait jouer la partie de sa vie.
la partie de sa vie, c'était de mettre en application finalement ces velléités en matière d'immigration, en matière de sécurité, de responsabilisation, de rétablissement de l'ordre, avec évidemment tout un narratif identitaire. Et le mec, qu'est-ce qu'il fait ? Comme quoi, hein, la parole donnée n'engage que celles et ceux, promesses n'engagent que ceux qui les reçoivent. Voilà, on est complètement dedans. Mais en tout cas, bravo à Retailleau qui, pour le coup, se comporte en habile politique. François, vous m'autorisez une seconde. Ce type de deal n'a aucun sens. Je dirais. Mais pourtant, ils l'ont fait. Oui, mais il n'a pas de sens parce que il existait à l'époque où Wauquiez se considérait comme le candidat naturel et ensuite on a vu que Wauquiez résistait à toutes les épreuves qui lui étaient proposées. Non, mais je crois qu'effectivement, ce genre de deal, ça n'existe pas en politique. On peut le faire à un moment donné, mais après l'appétit vient en mangeant. On voit bien que Retailleau, s'il réussit à Beauvau, il a un boulevard. Parce que entre guillemets, tout ce qu'on pouvait considérer comme des candidats de la Macronie sont en train de tomber les uns après les autres. Et donc il se dit, pourquoi pas moi ? On est à 2 ans. En plus, c'est un homme de conviction, qui a des vrais principes et des vraies valeurs. Il les exprime. Est-ce qu'il sera capable d'être efficace à Place Beauvau ? C'est un autre débat, parce qu'on a bien vu, par exemple, pour l'expulsion des influenceurs, qu'il était contraint par une législation et par décision de justice. Mais voilà, moi je pense que maintenant, bien sûr, qu'il doit y penser tous les jours en se rasant. Pendant que vous avez la langue bien pendue, François Pupponi, la conférence de presse d'Elon Musk avec son fils. Alors, moi, on a basculé dans quelque chose d'autre. Avec l'élection de Trump, je vous disais tout à l'heure, on revient au temps des empires, avec des hommes forts et tout ça. Mais là, les usages. Le président des États-Unis assis à son bureau avec Elon Musk qui fait une conférence de presse avec le gosse au milieu, qui lui tire les oreilles, qui se dresse. On a basculé dans autre chose de complètement nouveau. Et peut-être que c'est le monde de demain. Peut-être que c'est comme ça. Et pourquoi pas ? Moi, j'ai pas a priori. Bon, mais c'est surréaliste. C'est surréaliste. Et quand on voit Musk qui prend des gamins de 18 à 22 ans pour mettre des milliers de fonctionnaires dehors, comme ça, à la hache, bon, on a basculé dans quelque chose de nouveau. Et je pense alors, derrière, il y a tout le débat sur l'intelligence artificielle. On a vu se faire traiter de connard par Xavier Niel. Et il lui a répondu d'ailleurs. Il lui a répondu et ça va finir à Lidl. Il l'a traité de proxénète. Voilà, il a traité de proxénète et ça va venir chez Lidl. Bon, c'est comme ça que le monde est dirigé aujourd'hui. Bon. J'ai le sentiment que la raison s'éloigne un peu, mais que la force a pris de la place. Je trouve, François, votre point de vue très intéressant. Vous évoquez tout à l'heure le fait qu'on sortait de la civilisation. Je pense qu'en effet, on commence à être fatigué des efforts qu'on a dû faire pour être civilisé. Et je vois dans ce que vous avez décrit là, en quelque sorte, le même registre. C'est-à-dire qu'on en a assez de ce que la politique conventionnelle nous impose. On veut se débrider. Oui. Sébastien, très court, parce que sinon vous n'aurez pas de temps pour votre... Je vais parler d'abord de François Bayrou. Allez-y. Donc, oui, moi je suis un peu choqué par ce qui se passe actuellement à l'Assemblée nationale. C'est-à-dire qu'évidemment, on a François Bayrou qui réussit pour le moment, là où un certain nombre de ses prédécesseurs ont échoué. C'est-à-dire que à la fois, il va réussir incontestablement à durer, en tout cas jusqu'à l'été. Ce qui est bien, c'est quand c'est 2 mois à un poste, on dit qu'il a réussi. Non, mais il a quand même réussi à la fois à calmer les électeurs du Rassemblement national et de réconcilier une partie des électeurs historiquement socialistes, entre guillemets, au bloc central. Tout ça est évidemment fragile, mais pour l'instant, c'est un presque sans faute. Alors qu'a trouvé la gauche radicale pour empêcher François Bayrou de poursuivre, alors pas l'œuvre bayrouiste, mais de poursuivre en tout cas cette mission au service de l'intérêt général. Et je dis ça, j'ai souvent été extrêmement sévère sur cette antenne à l'égard de François Bayrou. Voilà. Mais là, venir le chercher sur une histoire quand il était ministre de l'Éducation nationale, sur un non-signalement dans un collège-lycée catholique où sa femme enseignait le catéchisme, où lui-même avait scolarisé ses enfants, etc.
Quand bien même nous serions susceptibles de découvrir, je rappelle quand même qu'il y a une enquête au parquet de Pau qui est ouverte, qui n'a pas été ouverte par Mediapart il y a 15 jours, qui est ouverte depuis 1 an, sur des faits qui sont datés entre 1970 et 1990. Et qu'on en vienne, là, depuis quelques heures, quelques jours, à demander la démission d'un Premier ministre avec 2 députés, Vanier, Bonnet, qui nous foutent encore une fois un bordel monstre, sans rapport avec l'actualité, entre guillemets, politique, je trouve que ça vient illustrer quelque part le manque d'arguments, le manque de fond, qu'a cette gauche radicale aujourd'hui, pour pousser des arguments qui deviennent de moins en moins audibles dans l'opinion publique française. Alors Sébastien, je suis totalement d'accord avec vous, sauf que le terme est un euphémisme, c'est ennuyeux pour lui. Ça l'est, bien sûr. Aujourd'hui, ce genre d'abstention, si elle peut lui être reprochée, elle est gênante et il se défend. Pour l'instant, il ne se défend pas bien. Non, mais attendez, là où on est d'accord, je réponds, pardonnez-moi François, je réponds à Philippe. Évidemment qu'il ne répond pas bien. Encore une fois, je n'ai pas voulu me prononcer sur le fond, ni sur la forme avec laquelle François Bayrou accueille politiquement, adroitement, maladroitement. Je suis comme vous, je pense qu'il l'accueille maladroitement. Mais ce que je veux démontrer, c'est que, encore une fois, on a cette gauche radicale qui est à court d'arguments, qui est à court de relais, qui est à court de ressorts dans l'opinion publique pour faire tomber ce gouvernement, qu'elle n'arrivera pas à faire tomber, et qui cherche toutes les manigances, tous les alibis, tous les prétextes pour arriver à faire vivre ce dessin funeste. Ce qui se joue derrière, c'est effectivement cette gauche radicale qui, de toutes les manières, veut faire tomber le système, les institutions pour prendre le pouvoir, on voit dans quelles circonstances et avec qui. Et ce qu'ils veulent démontrer, c'est que François Bayrou, c'est l'homme du passé. D'un passé où, oui, c'est pas faux aussi, ça. Où on savait ce qui se passait mais qu'on disait pas, où on couvrait un certain nombre de choses qui étaient un peu... Vous voyez ce qui se passe avec l'abbé Pierre. Maintenant, tout le monde dit, on savait. Mais personne n'a rien dit. Mais on n'a rien dit, voilà. Et donc, c'est ce monde-là que le nouveau Front populaire veut essayer de faire tomber complètement. Et ce qui est scandaleux, parce qu'ils le font avec une méthode qui est scandaleuse, voilà. Et donc, effectivement, on n'est pas sorti. Bayrou va tenir, mais à quel prix ? Et on va tomber dans le caniveau. Allez, vous restez avec nous. Merci beaucoup, messieurs. Dans un instant, on va revenir sur cette information. Un djihadiste, frère de terroriste du Bataclan, assigné à résidence à Lure. Alors parlons vrai. Est-ce que nous sommes désarmés face aux djihadistes ? Et à cette question, djihadiste assigné à résidence à Lure, sommes-nous dans une impasse juridique ? Vous dites oui à 88%. Vous voulez réagir, le 0826 300 300. Et Elodie Journeau sera avec nous dans quelques instants, avocate au droit des étrangers. À tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Merci d'être avec nous, vous êtes ensemble. On est ensemble jusqu'à 19h avec Philippe David et nos vraies voix du jour, Philippe Bilger, et Sébastien Ménard et François Pupponi. Et vous, au 0826 300 300, tout de suite, le coup de projecteur des vraies voix. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Un djihadiste pour voisin, c'est l'angoisse que vivent depuis plusieurs mois les habitants de Lure en Haute-Saône. Karim Mohamed Agad, fiché S de 34 ans, frère d'un des terroristes du Bataclan, a été assigné à résidence en attendant son expulsion. Quand on a su ça, franchement, on a été choqués. Pourquoi qu'on l'a mis ici à Lure? Pourquoi Lure? Nous, on veut être tranquille. Moi, j'ai exprimé un désaccord et aujourd'hui, nous en sommes là. Moi, je considère que ma position, elle était extrêmement claire. Je ne souhaitais pas que cette personne reste sur le territoire luron. J'ai demandé une solution. Je n'ai pas été entendu. Il faut bien qu'il soit quelque part. C'est pas lui forcément qui a choisi d'être à Lure. Il aurait pu être à Angoulême ou être au Havre. Voilà, aujourd'hui, il est ici. C'est pas de sa faute à lui. Et tout le monde à la trouille, c'est le témoignage du maire de Lure en Haute-Saône. Un djihadiste donc passé en Syrie, frère d'un des terroristes du Bataclan, y est assigné à résidence. Impossible de le renvoyer dans son pays d'origine, que ce soit l'Algérie ou le Maroc. Alors parlons vrai, est-ce qu'un bras de fer pourrait faire plier les pays qui refusent de recevoir leurs ressortissants? Et à cette question, djihadiste assigné à résidence à Lure, sommes-nous dans une impasse juridique? Vous dites oui à 88%, vous voulez réagir, le 0826 300 300. Elodie Journeau est avec nous, avocate en droit des étrangers. Maître, bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation à Sud Radio. Philippe Bilger.
si je comprends bien la question de Sud Radio, elle nous interroge sur les possibilités qu'on a d'agir en ce qui concerne, au-delà du cas de ce djihadiste Allure. Moi, je pense qu'il suffirait, enfin c'est déjà beaucoup, de mettre en œuvre ce dont nous disposons, par exemple à l'égard de l'Algérie ou d'autres pays. On a des moyens qui sont disponibles dans notre état de droit pour faire des pressions légitimes, pour imposer un certain nombre de mesures. Je ne les rappellerai pas, l'ambassadeur Driancourt en a parlé, l'aide au développement, les visas, compliquer la vie des agents diplomatiques sur notre territoire. On peut faire des choses. Et en même temps, si j'étais dans la situation des habitants de Lure, je ne sais pas comment on les appelle, je n'ose dire les Lurons. Si, c'est les Lurons, il a dit, c'est le territoire Luron, le maire. Je ne crois pas que j'aurais peur, fondamentalement. Mais je peux comprendre l'angoisse collective. Ouais. Là, on parle d'un djihadiste étranger. Oui. Alors, il était français. Il était français. L'échéance de nationalité 2023. Qui n'est plus national, avec la loi votée sous Hollande sur la... où on pouvait perdre la double nationalité, rappelez-vous. Hein. Mais on ne parle pas des djihadistes français qui ont été libérés. Non, c'est un autre dossier. Oui. Là, les gens ont peur d'avoir à côté de chez eux un gars assigné à résidence. Mais combien on en a actuellement dans les rues de nos villes, libres? Celui qui a tué Ivan Colonna, il avait tué à Bagram, il avait tellement tué que les talibans avaient dit aux Américains, reprenez-le, celui-là, on n'arrive plus à le gérer, donc bon, les Américains nous le rendent. Il avait été condamné à 8 ans de prison. Il devait sortir 6 mois après. Qu'il a tué Ivan Colonna. Donc il allait sortir dans la rue parce qu'il est français. Voilà. Les djihadistes sont actuellement gardés, dont 800 Français, par les Kurdes en Syrie. D'où la convocation, enfin l'invitation faite par le président de la République pour que le nouveau responsable syrien vienne en France pour voir comment on gère tout ça. On est au devant d'une situation apocalyptique, avec ces djihadistes qui rentrent sur le terrain. Là, on parle d'un cas particulier, mais il y a tous ceux qui sont en liberté. Non, le cas qui est là, c'est qu'il est apatride aujourd'hui. Oui. Alors, non, il est encore maroco-algérien ou algéro-marocain. Oui, enfin pour l'instant, il est considéré, ce que disent les gens, comme apatride. Sébastien Ménard. C'est tout le débat qu'on a sur ce qui va être l'état de droit et tout ce qui est finalement dans ces zones grises. Parce que là, on est très clairement dans la zone grise de l'état de droit. Donc, moi, je fais partie de ceux qui pensent que, évidemment, l'état de droit, c'est quelque chose qui donne des droits, des devoirs, permet à tous les citoyens de penser, de vivre librement et d'avoir aussi droit à cette deuxième chance. Mais il y a des trucs sur lesquels j'ai clairement du mal à imaginer que l'état de droit et quelque part ces fameuses zones grises, monsieur le procureur, empêche le bon citoyen quelque part de vivre paisiblement, d'élever ses enfants tranquillement et à la société de poursuivre normalement son juste fonctionnement. Et c'est là où, à un moment donné, je pense qu'il doit y avoir des mesures dérogatoires exceptionnelles. Alors, sous quelle manière, sous quelle forme, etc. Je ne sais pas. C'est pas mon métier et je suis pas suffisamment créatif en la matière. Mais on ne peut pas rester sans une solution technique, juridique, politique face à cette espèce de voilà, on est dans un espèce de zone grise. On sait pas où, on sait pas ce qu'on peut faire. Maître Élodie Journeau, vous êtes avocate en droit des étrangers. Est-ce qu'on n'est pas désarmé face à ce cas de figure, par exemple, et comme d'autres, hein, évidemment? Bonsoir. Du point de vue juridique, on est arrivé à la limite de ce que le droit peut faire. Là, on est dans une étape qui est diplomatique et aux négociations entre les pays. On doit avoir la délivrance de ce laissez-passer afin de pouvoir remettre ce ressortissant à l'un de ces pays de nationalité. Et pour ça, c'est de la discussion politique, en effet. Mais qu'est-ce que nous autorise le droit? C'est-à-dire qu'est-ce qu'on doit en faire aujourd'hui si nous, enfin, il est effectivement déchu de la nationalité française, on ne peut pas le garder et personne ne le veut. On fait quoi? C'est quoi la... Alors, contrairement à ce qu'on entendait tout à l'heure, monsieur n'est pas apatride. Si la France a décidé d'une déchéance de nationalité, c'est qu'elle avait suffisamment d'éléments
pour pouvoir vérifier que cette personne pouvait se réclamer d'une autre nationalité, qu'elle en ait les papiers d'identité ou pas. Et donc, qu'il soit apatride ou non, on n'a pas le droit juste d'envoyer quelqu'un n'importe où. Il faut qu'il y ait un accord entre les autorités. Philippe Bilger veut réagir. Maître Journeau, je suis étonné par le fait que, par exemple, la France, malgré les conseils qui lui sont donnés, hésite à utiliser les armes qu'elle a le droit d'utiliser pour régler parfois ses rapports avec des pays étrangers réticents. À votre avis, cela vient-il du fait qu'elle craint des rétorsions de la part de ces États étrangers? Il me semble que c'est ce qu'on voit depuis plusieurs années, les tensions qui sont nées justement de la volonté de la France de diminuer le nombre de visas parce que d'autres États refusent le retour de leurs ressortissants. Alors, de leurs ressortissants ou de ressortissants qu'ils ne reconnaissent pas comme les leurs. Donc, oui, techniquement, il y a des possibilités diplomatiques, mais quant à les mettre en œuvre, pour le coup, ça n'est pas ma spécialité. Il y a la solution italienne, qui est de trouver un pays transitoire où on transfère ces étrangers en situation irrégulière. C'est ce qu'a fait l'Angleterre avec le Rwanda. Ou l'Italie aussi. Et donc, moyennant argent, tant que le pays d'origine n'accepte pas le retour de son ressortissant. Oui, mais vous savez comme moi que les juridictions anglaises ont annulé justement cet accord en estimant qu'il portait atteinte justement aux dispositions légales applicables en la matière. Et l'Albanie, le débat est encore sur la question. Absolument, l'Albanie, c'est avec l'Italie. C'est avec l'Italie, l'Albanie. Oui, avec l'Italie, oui. Vous avez le président. Et là, pour l'instant, ça n'est pas tranché. Et cette solution-là, en l'état, elle porte également atteinte à la législation en place. Ce n'est pas possible, ce n'est pas une alternative envisageable pour le moment. Donc pour l'instant, on est changer tout. Dans un vide juridique, donc. C'est pas un vide juridique. Le droit peut aller jusqu'à un certain endroit, mais en même temps, si les pays ne veulent pas récupérer une personne, on ne va pas les lâcher au milieu de la Méditerranée. Soit nous les gardons, soit nous les donnons à leurs autorités. On ne peut pas imposer à un pays tiers, tout comme nous, on ne peut pas nous imposer de récupérer quelqu'un. Est-ce qu'on n'aurait pas la possibilité, maître, de répondre favorablement à j'ai entendu en tout cas un président sud-américain faire une proposition qui n'a pas l'air si fantaisiste que ça, c'est de dire, je crois que c'est le président de l'Équateur, qui a dit à Donald Trump, vous avez des problématiques sur le sol américain, mais vous avez de l'argent. Voilà, si vous n'avez pas, vous avez des problématiques politiques ou des problématiques logistiques pour pouvoir embastiller des gens, nous on peut les prendre en charge moyennant une rémunération. Est-ce que quelque part, je dis ça et ce n'est pas provocateur, et ce n'est pas avec les pays d'Afrique. Est-ce qu'on ne pourrait pas quelque part solliciter et répondre favorablement à un pays tiers qui pour le coup est capable de régler le problème en tout cas. Et le dit journaux très rapidement s'il vous plaît. Alors, je ne peux pas me prononcer sur la légalité de ces mesures dans le droit américain ou sud-américain, mais en l'espèce, non. En l'état de notre droit européen et français, ça n'est pas possible. Merci beaucoup, Élodie Journeau, d'avoir été avec nous, avocate des droits des étrangers. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, Philippe Bilger. Merci, François Pupponi. Merci beaucoup, Sébastien Ménard. Philippe David, on se retrouve dans un instant avec un sujet important, puisqu'on va parler d'hospitalisation à domicile pour désengorger les hôpitaux. Allez, à tout de suite.